À la une de l'actualité ce mercredi, le mouvement d'humeur des élèves anesthésiques de l'École nationale de santé publique. Ils ont manifesté ce matin pour demander la reprise des stages dans les formations sanitaires de Ouagadougou. Vous les entendrez tout à l'heure. Et puis le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, maintient la pression sur l'exécutif. Il demande plus de transparence dans la gestion des ressources minières. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre. Politique pour commencer, malgré la situation sécuritaire délétère qui prévaut à Djibo dans le Soum, les citoyens sont allés accomplir leur devoir civique le 22 novembre dernier. Ils ont renouvelé leur confiance au président provisoire Roch-Marc Christian Kaboré. Pour les 5 années à venir, les populations de cette localité du pays qui se sentent délaissées ont des attentes. Parmi elles, le retour de la paix dans la région, la construction d'infrastructures routières et la création d'emplois pour les jeunes de la province. Je vous propose ce micro-trottoir sur les raisons de vote des citoyens de Djibo. Le a passé à Soum, vraiment grâce même avec les réfugiés. Ceux qui sont réfugiés, on a beaucoup voté. C'est son truc qui fait passer au Soum. Dieu merci. Ce qu'on veut qu'il fasse, s'il paie, de ramener les réfugiés et surtout la santé. Vraiment, chez nous ici, ça ne va pas. L'insécurité a plombé l'économie. Mais si malgré cela, les électeurs ont accordé de nouveau leur voix au président Kaboré, c'est qu'il a vraiment travaillé. C'est juste que les conditions ne lui étaient pas favorables. Pour son second mandat, nous n'avons qu'une seule doléance, que la paix revienne au Faso. Si nous avons encore choisi Roch, c'est qu'il travaille. Il l'a prouvé durant son mandat écoulé. Ce qu'il a fait en 5 ans, aucun régime ne l'avait encore fait. Pour les 5 années à venir, qu'il rectifie ce qui est à corriger, qu'il vienne plus en aide aux femmes. Pour ce qui concerne l'insécurité, on a bon espoir. L'autre défi dans le Soum, c'est le bitumage des routes pour désenclaver la localité. Ça dû peut-être aux conséquences de l'insécurité. Les gens se disent que c'est parce que ce n'est pas le parti au pouvoir qui dirige au Soum. Peut-être que c'est à cause de ça que le président n'a pas vraiment un accent dans le Soum. Peut-être que c'est à cause de ça la majorité a décidé de voter le président Kaboré pour qu'il puisse avoir plus un œil dans la province du Soum. Nous souhaitons vraiment à ce que durant le quinquennat à venir, c'est que le président pense plus à l'insécurité que nous vivons, qu'il crée de l'emploi, essaie aussi d'appeler à tout le monde à la cohésion. Vous l'aurez remarqué, l'opposition n'a pas brillé pendant le scrutin du 22 novembre dernier. Une opposition qui a pourtant battu campagne avec envie et détermination. Elle a même fait des propositions tout à fait audacieuses, mais cela n'a visiblement pas convaincu les électeurs. Les résultats dans les urnes sont implacables. Dans cet élément qui va suivre, nous revenons sur les raisons de la défaite de l'opposition avec Kwame Hervé-Dapa. S'il y a un mot qui caractérise les scores de l'opposition au terme du double scrutin présidentiel législatif du 22 novembre dernier, c'est bien celui-là. La débâcle. Un échec symbolisé par les scores du chef de file de l'opposition lui-même. Zéphirin Diabré et l'UPC se sont littéralement noyés dans 12 mètres cubes d'eau. 12 comme le pourcentage de voix obtenues à la présidentielle. 12 comme le nombre de députés engrangés aux législatives. En 5 ans, les Lions perdent 24 points et 21 députés. Une dégringolade inattendue et surprenante. Cela d'autant plus que de l'avis général et de tous les spécialistes, Zef, comme l'appellent ses admirateurs, avait le projet de société le plus complet, le plus détaillé, le plus audacieux, le meilleur. À cela s'ajoute une campagne électorale flamboyante et bien structurée. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Une question qui en soulève plein d'autres. Les discours ont-ils atteint leur cible? Quel a été l'impact réel des démissions fracassantes des cadres du parti à quelques semaines seulement du vote? Cette image de l'ancien directeur de campagne démissionnaire de Zéphirin Diabré au meeting du MPP au stade du 4 août aura marqué les esprits. Un coup
on dit que c'est la politique. Enfin. Et puis, il y a la question qui fâche par sa délicatesse. Le vote a-t-il été influencé par des pesanteurs socio-ethniques? Aucun sondage, aucune étude ne permettent pour le moment d'y répondre. Seul le résultat des urnes compte. Un résultat qui n'a pas du tout souri à l'autre poids lourd de l'opposition. Le CDP, l'ancien parti au pouvoir, signe son retour à la présidentielle. 15% des voix, 20 députés pour les législatives. Le CDP se réveille, mais est encore en état de somnolence. Il faut dire qu'après l'insurrection populaire de 2014 qui l'a balayé du pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès a traversé plusieurs crises internes aiguës. On est même passé par la case justice. Et cela a laissé des traces que même les grands meetings n'ont pas réussi à effacer. Mais l'essentiel a été sauvé et Dicombo Hugo peut marcher la tête haute. On ne peut pas en dire autant de Gilbert Noël Ouedraogo. L'ADF-RDA s'en sort avec 1,55% des voix et 3 députés. Le parti s'affaisse un peu plus. On semble ne pas avoir pardonné à Gilbert Noël Ouedraogo ce que certains qualifient de trahison lorsqu'il s'est allié au CDP pour la modification de l'article 37 en 2014. Mais là encore, aucune étude ne permet de le prouver. Kadri Désiré Ouedraogo et Tahirou Barry, eux, auront appris amèrement qu'aller à une élection sans une puissante machine de parti peut s'avérer une aventure périlleuse. Pour les néophytes de la présidentielle, les leçons à tirer du scrutin peuvent être diverses et variées. Une nouvelle ère politique commence avec plusieurs inconnus. Quelle opposition aura-t-on pour les 5 années à venir? Qui va rejoindre la majorité et surtout à quel prix? Aucun scénario a priori n'est à écarter. La surprise peut venir de partout. Je vous le disais en titre, les élèves anesthésiques de l'École nationale de santé publique ont manifesté ce matin devant la direction de l'établissement pour demander la reprise des stages dans les formations sanitaires de Ouagadougou. Je vous propose d'entendre successivement Caleb Sawadogo, le délégué des étudiants, et Hervé Kima, le directeur des études. Ce qui nous réunit ce matin ici, se trouve que nos camarades de l'option anesthésie, ils ont des problèmes sur leur terrain de stage. Alors, ils ne sont pas reçus, ils ne sont pas acceptés sur les terrains de stage. Il se trouve qu'il y a un problème qui est là. Et depuis longtemps, nous avons posé le problème à notre direction qui jusque-là n'a pas pu résoudre ce problème. Voilà pourquoi nous venons à la direction générale ce matin pour faire comprendre au directeur général la situation et comprendre pourquoi jusque-là le problème n'a pas été résolu. Nous sommes déjà en retard. Si le stage ou les cours des camarades sont encore bloqués, alors à quel moment est-ce que vraiment nous serons des agents de santé bien formés qui seront serviables pour notre pays? Les attachés de santé, notamment la filière anesthésie-réanimation, connaissent quelques difficultés sur leur site de stage. Donc, ces élèves ont tenu ce matin à rencontrer l'administration de l'ENSP, la direction générale, pour notifier quelques difficultés qu'ils rencontrent à la suite de leur suspension, ou plutôt qui ont été refoulés des différents services d'anesthésie-réanimation. En réalité, nous n'avons pas encore d'éléments précis qui justifieraient ce refus dans les sites de stage. Donc, ce que l'administration a déjà entrepris comme démarche, c'est de rentrer en contact avec les différents responsables des hôpitaux pour, bien sûr, qu'on s'entretienne et voir quel est le problème profond et que trouver très rapidement des solutions qui vont permettre, bien sûr, à nos stagiaires de reprendre le cours normal de leur activité pédagogique.
Lutte contre la corruption, on en parle dans ce journal. Le réseau national de lutte anticorruption maintient la pression sur l'exécutif quant à la transparence dans la gestion des ressources minières. Il met donc à profit la 15e édition des journées nationales du refus de la corruption pour davantage attirer le gouvernement, pour davantage attirer l'attention du gouvernement. Les journées nationales du refus de la corruption se tiendront du 1er au 10 décembre 2020 à Ouagadougou et dans plusieurs villes minières du Burkina Faso à Chimède-Boy. La récente affaire du charbon fin a inspiré les organisateurs de la 15e édition des Journées nationales du refus de la corruption. Transparence et redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso, c'est le thème retenu par le RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption, pour ces journées qui se tiennent du 1er au 10 décembre prochain. Le pays dispose d'importantes ressources minières, mais malheureusement, leur gestion laisse à désirer. Et d'après les résultats de l'enquête parlementaire conduite en 2016 sur le secteur minier, le manque à gagner pour le budget de l'État s'élevait à au moins 551 milliards de francs CFA. À l'époque, les manquements avaient notamment trait aux contributions pour le fonds de préservation et de la réhabilitation de l'environnement, aux taxes non perçues dans l'exportation de l'or fraudé, exemple du scandale du charbon fin. À ces difficultés se greffe aujourd'hui l'opérationnalisation du Fonds minier de développement local. Le rapport de la mission d'information parlementaire sur l'opérationnalisation du Fonds minier, dont le contenu a été rendu public le 22 mai 2020, conclut que les textes réglementaires sur le fonds minier s'imposent difficilement aux sociétés minières. À titre d'exemple, seulement 52% du fonds minier pour le développement local ont été collectés entre 2017 et 2019. Au regard de ces constats, le RENLAC estime que l'État burkinabé n'a pas la même mise sur la gestion des ressources minières. À travers ces journées, cette organisation veut contraindre l'autorité compétente à rendre compte de sa gestion du secteur minier. À cet effet, plusieurs activités sont prévues à Ouagadougou et dans des villes minières comme Sapsé et Yuga, où le film Pas d'or pour Kalsaka sera également projeté. La modernisation et la digitalisation de l'administration publique pourraient un tant soit peu contribuer à la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Le secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance et ses partenaires étaient en conclave à Ouagadougou. Objectif, valider la stratégie nationale de modernisation de l'administration publique 2021 et son premier plan d'action pour les 3 prochaines années. Justin Amontou. Moderniser l'administration publique, c'est ce qui réunit ces acteurs de la fonction publique. Le secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance et le ministère en charge de la fonction publique procèdent à la validation de 2 documents. Il s'agit notamment de l'évolution du plan stratégique décennal de modernisation de l'administration PSDMAN et la stratégie nationale de modernisation de l'administration publique pour la période 2021-2025. Il faut dire que ces 2 documents constituent le référentiel en matière de modernisation de notre administration publique. Donc nous venons de finir une période de 10 ans, donc le PSDMA, que nous avons évalué et nous sommes à la fin du processus d'élaboration du nouveau référentiel en matière de modernisation de l'administration publique, qui est la SNMAP, Stratégie nationale de modernisation de l'administration publique. Donc ce référentiel sera la base et le repère de l'ensemble des actions de modernisation de notre administration publique. Donc l'objectif général, c'est d'accroître la performance de l'administration publique dans la délivrance des services publics au profit des usagers clients de notre administration publique. La vision, c'est d'accroître la performance de l'administration publique dans la protection des biens et services publics de qualité. Le projet SNMAP tourne autour de 4 axes. L'axe 1, c'est le renforcement du capital humain de l'administration publique. L'axe 2, c'est la promotion d'une administration électronique. L'axe 3, c'est l'impulsion des réformes organisationnelles et institutionnelles. Et enfin, l'axe 4, sur le pilotage de la stratégie.
D'un coût global estimé à plus de 32 milliards de francs CFA, ce premier plan d'action 2021-2023 du projet SNMAP soumis à validation servira de référentiel national de développement au Burkina Faso. Santé à présent avec cette sortie de la 4e promotion de l'école de santé sciences nouvelles de Ouagadougou. 126 nouveaux agents de santé sont prêts à relever le défi de la qualité de l'offre de soins aux populations. Ils ont prêté serment la semaine dernière, témoin de l'événement Alexis Belemnaba. Eux, ce sont les impétrants de la 4e promotion des sciences nouvelles de Ouagadougou. La promotion promouvoir des soins de qualité durable est composée de 126 élèves stagiaires. Ce 28 novembre, ils prêtent serment devant une assemblée générale et disent être prêts à offrir des soins de qualité à la population. En tout cas, on est très contente. La suite, on espère à l'embauche et pour pouvoir aussi offrir des soins de qualité, comme notre nom de baptême l'indique, à la population du Burkina Faso. Dès la première année, quand nous sommes arrivés, notre fondateur nous a dit qu'ici, il ne suffit pas d'avoir la moyenne, il faut être excellent. Donc, dès le début, on s'est mis au travail, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Les diplômes sont acquis certes, mais un autre défi reste à relever, celui de l'insertion professionnelle. Pour le docteur Adama Zida, plusieurs horizons sont à explorer. Nous pensons que cette sortie, en tout cas, pourra contribuer à un comme apport du personnel pour le ministère de la Santé et qu'ils pourront vraiment être au défi et à la taille de ce qu'on les commande comme activité. C'est vrai, il faut faire les tests d'intégration pour pouvoir être à la fonction publique, mais il ne faut pas penser que ça uniquement. Il faut aussi, pendant que l'on fait les tests d'intégration, pouvoir aussi explorer les côtés privés, d'accord? Voilà, pouvoir déposer des demandes dans les cliniques privées, dans les hôpitaux, afin de pouvoir donc exercer en dehors de la fonction publique, en attendant de pouvoir avoir les concours d'intégration à la fonction publique. La marraine, quant à elle, invite les impétrants à susciter des initiatives privées pour une bonne réussite. C'est bien que nous sommes des agents de santé, nos États ne peuvent nous donner que ce qu'ils ont. Quand bien même nous ne travaillons pas dans de bonnes conditions, on peut s'adapter et demander de meilleures conditions de travail. Ça ne nous empêche pas de travailler. Deuxièmement, l'État ne peut pas absorber tout le monde. Donc, il conviendrait que l'on suscite des initiatives privées et leur sketch qu'ils viennent de faire, ce que j'ai compris, c'est qu'ils peuvent s'associer et initier, sous le parrainage de quelqu'un, une structure privée qui va permettre de les utiliser tous. Donc c'est ça qu'il faut promouvoir en fait. Depuis son ouverture en 2014, l'Institut des sciences nouvelles a formé 586 diplômés sur 597 postulants, soit un taux global de réussite de 98,20%. Pour cette promotion, sur 127 postulants, 126 sont admis, soit un taux de réussite de 99,21%. Littérature avec cette dédicace de l'observateur Toubabou, un reporter français au Burkina Faso. Dans son œuvre, Thibaut Bluy raconte comment il a vécu le coup d'État manqué de 2015, les scrutins de 2015 et la première attaque terroriste de 2016. À travers son œuvre, l'auteur veut présenter le Burkina Faso hors des clichés européens. Luc Pacbelguet. Le coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, les élections couplées présidentielles législatives de la même année, le premier attentat terroriste de janvier 2016 à Ouagadougou, 3 événements qui ont marqué le Burkina Faso et encore plus un jeune reporter français en service à l'Observateur Palga à l'époque, Thibaut Bluy. De retour en France, il a senti le besoin de faire connaître le Burkina Faso à ses compatriotes. Cette envie va se matérialiser par l'écriture. L'observateur Toubabou, un reporter français au Burkina Faso, est le titre de ce premier essai de Thibaut Bluy, préfacé Zola à Ouaga par le doyen Édouard Ouédraogo. Quand je suis rentré en France après 1 an au Burkina, je me suis aperçu que, en discutant avec des Français, ils n'avaient pas entendu parler de tout ce qui s'était passé au Burkina Faso, ou très peu, dans cette période-là. Alors que pourtant, c'était quand même 3 événements historiques dans le laps de temps de 10 mois pendant lesquels j'ai vécu
vus ici. Et donc, pour les citer, le coup d'État manqué du général Diendéré d'abord, puis les élections de 2015 qui ont abouti quand même à la première transition pacifique de pouvoir entre deux civils depuis l'indépendance, et puis après le premier attentat djihadiste, et donc ces événements historiques avaient été très peu relayés en France, et ce livre n'était pas un acte prémédité, c'est simplement quand je discutais avec les gens, j'arrivais à les intéresser. L'auteur s'est essayé à un genre peu courant sous nos cieux, le carnet de voyage. Dans un style plaisant et simple, il relate son passage à Ouagadougou et d'autres villes du Burkina Faso. En tout cas, Thibault réussit un exercice difficile, c'est-à-dire être suffisamment à l'écart pour restituer la scène dans un plan général et suffisamment proche pour regarder au-dessus de l'épaule pour mieux comprendre ses hommes et ce qui les meut. Et il faut aussi signaler chez lui le souci d'inscrire le présent dans une perspective historique. Le constat fait de nos jours par nombre d'observateurs révèle que les Burkinabés écrivent peu. À défaut d'écrire, le ministre en charge de la culture les invite au moins à lire. Un des objectifs visés par l'auteur, c'est de faire connaître le Burkina Faso au public français sous un angle meilleur que celui qu'on a l'habitude de voir dans les médias. Autrement dit, nos pays sont souvent traversés par des dynamiques très positives, mais qui ne sont pas toujours mises véritablement en valeur. Présenter le Burkina Faso hors des clichés européens et le faire connaître au passage au reste du monde est l'exercice que Thibault Bluy a traité dans l'Observateur Toubabou, un reporter français au Burkina Faso. Le livre de 250 pages est édité par l'auteur lui-même, disponible dans les librairies à Ouagadougou et en France. À peine sorti, le bébé de Bluy est distingué meilleur essai et grand prix du manuscrit francophone 2020. De la littérature, nous passons au dessin. 10 enfants sourds-muets issus du CEFIS se forment en dessin et en peinture. L'initiative de l'association Espace Soarba entre dans le cadre d'un projet dénommé Coup de pouce. Un projet qui vise à donner une chance à ces enfants de s'exprimer à travers l'art. Majid Bakouan. Au nombre de 10, ces enfants en déficience auditive se familiarisent en dessin et peinture. Tous issus du CEFIS, le Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et entendants. Ces apprenants, à travers des gestes de leur maître, travaillent sur des dessins à partir des figures de l'ombre et de la lumière. Nous avons été sélectionnés parmi tant d'autres élèves pour venir apprendre encore à dessiner. Voilà, ici, nous avons dessiné la tête, oui, des maisons et aussi le corps humain. Cette formation qui s'étend sur une durée d'1 mois est l'initiative de l'association Espace Soarba, dénommée Coup de pouce. Elle vise à donner le sourire et la chance à ces enfants de s'exprimer à travers l'art. Le projet a été possible grâce à l'appui financier du Fonds de développement culturel et touristique. Et Coup de pouce, c'est un projet pour donner un coup de pouce à ces enfants-là qui ont besoin de s'exprimer. Moi, personnellement, je m'exprime à travers la peinture et je trouve que ces enfants ont du talent et ils peuvent aussi s'exprimer à travers la peinture. Donc, Coup de pouce, c'est vraiment donner la chance et l'opportunité à ces enfants de pouvoir le faire. Au-delà de l'aspect culturel ici, qui est d'apprendre à ces enfants à faire la peinture, il s'agit d'un outil de socialisation et d'insertion socio-économique. Et donc, nous avons trouvé en ce projet un intérêt majeur qui permet à ces enfants-là de se redécouvrir autrement et d'avoir un meilleur accès à la société. La promotrice compte à long terme étendre le projet dans les autres localités du Burkina Faso. Elle envisage également une continuité du projet en cinéma pour ses enfants afin de leur permettre de parler de leur histoire dans un film. Sport pour terminer, dans 3 semaines, la commune de Pau va accueillir la 12e édition de Altitude Naouri, une activité qui vise l'épanouissement de la jeunesse à travers le sport. Pour cette année, seul le Maroc est invité officiellement à cause des restrictions de la Covid-19. Les organisateurs étaient face à la presse hier. Le point avec Benjamin Kwame. Les athlètes burkinabés et ceux résidant dans le pays peuvent déjà s'apprêter pour la 12e édition de Altitude Naouri. L'édition 2020 démarre le 19 décembre à Pau et elle se tient sous la thématique « J'aime ma patrie ». L'idée ici, c'est de relever les défis sécuritaires avec la jeunesse et le sport. L'amour pour cette patrie-là reste intègre. Et comme vous savez, c'est une compétition jeune. Cette jeunesse qui est fer de lance de ce pays et qui se retrouve avec une jeunesse
du reste du monde à courir chaque année à Pau. Donc, quoi de mieux que de célébrer cette appartenance, cet amour pour le Burkina Faso, notre chère patrie. Environ 400 personnes sont attendues à Pau. Le Maroc est le seul pays invité officiellement. La raison est liée à la crise sécuritaire. Il y a beaucoup de difficultés à ce niveau et nous avons placé la consigne comme condition pour venir à cette édition-là, la présentation du test Covid. La sous-région, les athlètes venant par la route et les frontières terrestres étant fermées, il est pratiquement incongru pour nous d'adresser une invitation à une fédération qui va présenter notre invitation à une frontière, alors qu'officiellement la frontière est fermée. Même s'ils ne sont pas invités officiellement, les pays de la sous-région sont attendus à cette 12e édition. Les inscriptions ont lieu sur plusieurs sites. Et les sites sont la Fédération burkinabé d'athlétisme au niveau du stade du 4 août, Savane FM, Radio Omega et la radio nationale située sur l'avenue Charles de Gaulle. C'est une manifestation d'envergure internationale qui permet le brassage social, culturel et sportif de centaines d'athlètes venus d'Afrique, d'Europe et qui suscite le déplacement de nombreux touristes venant d'horizons divers. Onatel est fier d'être le sponsor officiel. Comme l'édition précédente, les circuits des athlètes restent le même. 21 km de course dans la ville de Pau et d'une lancée sur le pic Naouri. À ce jour, tout est fin prêt, tant au niveau de la sécurité, de l'équipe technique que des partenaires, rassurent les organisateurs. 700 000 francs CFA, c'est la somme du premier prix, et 400 000 francs, celui du deuxième. Voilà, ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 2 décembre. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur notre chaîne. À demain.